Faut-il investir dans Eni SPA? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche. On commence tout de suite avec le cours de l'action. On voit que depuis 2023-2024, on est sur une sorte de range. On a décroché en 2025. Maintenant, on semble rebondir. Est-ce que c'est pertinent de s'y intéresser maintenant? On regarde ça. Alors, la croissance du chiffre d'affaires. Est-ce qu'on a le dernier trimestre qui est dispo? Oui, on l'a. On se met en mouvement glissant. Alors, intéressant. Donc, forte hausse, ça c'est lié à l'inflation énergétique en 2022-2023. Le gouvernement italien en a bien sûr profité pour augmenter les taxes sur les énergéticiens. Bon, décroissance, après on a une normalisation en 2023-2024. Intéressant de voir que la dérivée seconde est positive. Donc la décroissance a décéléré à partir de juin et puis de septembre 2024. Et donc là, on revient presque, on est revenu en fait en zone de croissance positive sur Eni. Après, c'est une boîte qui subit le prix des hydrocarbures, elle ne peut rien faire là-dessus. Ce qui est important de regarder pour ce genre d'entreprise, c'est plutôt la production en volume. On n'a pas l'information dans l'agrégateur ici, mais il faut aller regarder dans les rapports financiers pour avoir une idée. En tout cas, la croissance est de retour. L'entreprise a fait des acquisitions, ça représente quand même un sixième de la market cap, donc c'est significatif. 6,8 milliards d'acquisitions d'autres entreprises. Donc ça aide un peu la croissance globale, on va dire. Bon, donc entreprise cyclique, on le sait. On regarde le taux de marge. Alors, là, ce qui est moins encourageant, bon, depuis 10 ans, le taux de marge brut est en hausse, mais bon, on n'a pas de pricing power et on peut pas monter les prix et puis, on peut pas forcément trop baisser les coûts non plus sur ce type d'industrie. Donc, on a des taux de marge qui sont plutôt stables, on va dire, près de la médiane. 16,3 en taux de marge d'EBITDA, c'est quand même correct, je trouve. En taux de marge nette, c'est un peu faiblard, On a 3%. On va regarder ce qui se passe en termes de taux de marge de free cash flow et là, c'est pas la même histoire. On est quand même sur, 6,3%, ce qui est pas si mal, Donc, bon, je pense c'est pas un secteur qui est très qualitatif, c'est pas un secteur qui a des fortes marges, mais, bon, on s'en sort correctement, on va dire, sur Eni. Rien d'exceptionnel au niveau de la gestion, Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. On va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Évidemment, les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, sur ce type d'industrie qui est très mature, sur lesquels on dégage du flux, puisqu'on n'a plus besoin de faire. On fait toujours la dépense en capital, mais moins qu'avant. Donc, on va regarder le besoin en fonds de roulement, il est négatif. Ça, c'est bien. Ça, c'est plutôt pas mal pour une entreprise de ce secteur. C'est-à-dire qu'elle est payée en avance par ses clients par rapport au moment où elle doit payer ses fournisseurs. Ça montre qu'elle a du pouvoir, en fait, d'imposer ses délais de paiement à ses clients et à ses fournisseurs. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, est-ce que ce BFR, justement, il a évolué favorablement sur la période de oui, moins 43 milliards d'évolution favorable, donc ça c'est bien, ça aide des free cash flow. Et ensuite, si on regarde dépréciation amortissement vs dépenses en capital, bon, on va continuer à avoir un excès de dépenses en capital par rapport aux dépréciations amortissement. Ce qui est bien, c'est-à-dire qu'on continue à investir pour l'avenir. Et il faut qu'il y ait de la croissance en face, de la croissance en volume, bien sûr. Et si on regarde les other and cash items, on en a pour 47 milliards, donc ça aide les free cash flow, c'est la dépense non cash. Il faut voir ce qui se cache là-dedans, sans mauvais jeu de mots, mais il doit y avoir peut-être de la dépréciation, des provisions, etc. Bon, il faut aller dans le tableau de flux de trésorerie pour trouver d'où vient cette différence. Bon, pour valoriser Eni, vu que c'est une boîte mature, on pourra plutôt, il vaudra mieux utiliser les free cash flow par rapport au bénéfice net. Et on pourra toujours utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA, évidemment. On va regarder la rentabilité opérationnelle en rendement des capitaux investis. Eh ben, c'est pas terrible, 2,5 en rendement des capitaux investis. La médiane est à 3%, on va dire. Bon, c'est pas incroyable. Maintenant, en fait, il génère beaucoup de free cash flow. Je me demande si cette mesure est hyper pertinente. Elle ne reflète pas la réalité par rapport au free cash flow. Bon, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que la rentabilité est quand même très faible, sur cette entreprise. Maintenant, la croissance organique n'est pas très élevée, donc ils doivent pouvoir s'en sortir. Mais, ils ont intérêt quand même à remonter un peu cette rentabilité. On va regarder l'endettement. Alors, on n'est pas trop endetté en réalité, sur, allez, une fois, 1,3 fois l'EBITDA en dette nette, donc ça, c'est complètement gérable, il y a pas de problème. 4 fois les free cash flow, aucun problème sur la dette. On n'est pas, au niveau d'alerte. On va regarder la rémunération de l'actionnaire. Hop, on a un dividende de 3,2 milliards qui est payé. Le rendement de l'actionnaire, il est assez intéressant, 8,2%.
On a des rachats d'actions structurels depuis 2021-2022. Ça s'est même accéléré. Très bien. Donc, énorme retour à l'actionnaire. Les dividendes représentent plus de la moitié des free cash flow, mais bon, ça reste soutenable à ce niveau. Je suis pas sûr que ça augmente beaucoup, par contre. Voilà, avec une rémunération actionnaire quand même intéressante, hein. Donc, c'est l'atout majeur de ce dossier, c'est cette rémunération d'actionnaire qui est quand même très élevée. Et il y a aussi la valorisation. On va voir tout de suite en valeur d'entreprise sur EBITDA. Voilà, ça se paye pas du tout cher, hein. Eni, en médiane, c'est 4,3, donc c'est rien. Et actuellement, à 3,7, c'est moins que rien. Bon, il y a eu quand même une période où on se traitait à 2 fois, hein. C'était cadeau, hein, quand même à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une décote sur actifs tangibles? Oui, 20% de décote sur actifs tangibles sur Eni. Conclusion du dossier, eh ben, c'est un super dossier value. Alors bien sûr, c'est cyclique, hein. Oil and gas, voilà, hein, dépend des variations des hydrocarbures. C'est cyclique, mais vous avez double marge de sécurité, triple marge de sécurité, si j'ose dire. Décote sur flux, avec un niveau en absolu qui est très faible, avec donc une décote de valeur d'entreprise sur EBITDA, décote sur actifs tangibles, 20% de décote sur les actifs tangibles d'entreprise, donc ça c'est bien. Une rémunération d'actionnaire qui est colossale, avec 8% de rémunération d'actionnaire. Le bémol du dossier, ça va être la présence de l'État italien au capital. Si vous êtes prêt à supporter ce risque ou si les autres dire, marges de sécurité compensent ce risque-là, je pense que Eni se met en watchlist pour l'étudier plus en profondeur. J'espère que cette analyse vous a intéressé. C'est quand même un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.